Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Lydia Guirousse, Tom Conan et Jean Dorido. On avait dit que la campagne présidentielle allait être violente. On avait malheureusement été bons prophètes. Et le moins qu'on puisse dire est ce qu'elle l'a été cette semaine, tant dans les gestes que dans les mots. On prend la direction de Marseille. Casse. Marine, il s'est fait une caillasse. Oh là là. Oh fils de pute. Va niquer tes morts. Oh Marine, on va bien niquer ta mère. Quart de militants du RN attaqués et chauffeurs blessés, c'était à Marseille ce week-end. Mais la violence n'est pas que physique avec des caillassages de bus. Elle est aussi verbale, on écoute ceci. Dire qu'Éric Zemmour et les gens qui sont autour de lui, c'est une expression communautariste, ça me semble assez juste aussi. Ça exclut toute diversité, c'est vraiment les Français de chez les Français qui puent un peu les pieds, on reste entre nous. Oui, vous avez bien entendu, les gens qui soutiennent Zemmour sont des Français qui puent un peu des pieds. Ce n'était pas Madame Michu ou Monsieur Michu au bar du Café du Commerce, mais Jean-Michel Apathy sous le rire de Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche sur LCI. Électeurs qui puent un peu des pieds, bus du RN attaqué, tout est-il permis contre Zemmour et Le Pen? Et vous êtes 67,2% à dire non sur Twitter. Avec nous, Frédéric Sinclair, consultant en stratégie et communication politique, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelque part, ce silence, moi j'ai pas entendu de condamnation politique dans les deux cas, ni dans les médias, est-ce que ça ne donne pas un blanc-seing à toutes les violences contre le RN et contre Zemmour, Frédéric Sinclair? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne met pas de frein. Voilà, ça ne met pas de frein, personne ne s'indigne, on en parle assez peu. Bon, vous en parlez, il y en a d'autres, hein, mais on est bien d'accord que ce n'est pas relayé largement. Il y a deux phénomènes, vous avez bien montré qu'ils se répondaient. On a l'impression que le niveau intellectuel des gars qui caillassaient le bus et puis du commentateur Apathy était à peu près égaux. Ces niveaux intellectuels, ça vole pas très haut. Récemment, je crois que c'était Gilles-William Goldnadel qui disait qu'il n'avait pas un immense respect pour monsieur Apathy. Je dois dire que je suis un peu dans ce cas-là. Quand je vois des gens qui ont une telle audience médiatique, et on sait l'influence que ça a sur la population, et qui parlent avec une telle liberté de ton, pas seulement des responsables politiques, mais des Français. 14% chez Éric Zemmour, on pourrait d'ailleurs extrapoler à Marine Le Pen à 18%, ça fait à peu près un quart de l'électorat. Plutôt un tiers, millions divisé par 4. Oui. Hein, ça fait plus que ça même, donc on est à 32. Vous voyez un tiers de l'électorat, ça fait un tiers de 47 millions de personnes, c'est quand même gigantesque. Donc imaginez un petit peu la violence ressentie par ces personnes-là en retour, qui sont en règle générale des Français qui payent leurs impôts, des Français qui vont bosser, qui se lèvent tôt le matin. Donc, bien évidemment que ça pose problème. Et j'allais dire que ça pose même plus de problème dans le cas de M. Apathy que dans le cas des racailles qui caillassent le bus du RN, parce que on imagine que ceux-là sont sous-éduqués et donc que quelque part c'est la faiblesse de l'État qui les autorise encore à se prévaloir de la violence physique contre des militants et des responsables politiques. Mais qu'est-ce qui autorise M. Apathy à se prévaloir d'une telle violence verbale ? Alors autant, moi je pense que sur un plan idéologique, tous les coups devraient être permis, mais si on s'attaque effectivement au fond des idées, au point des programmes des candidats, et Dieu sait que des gens comme tous les candidats, je veux dire, sont critiquables en tant que tels, mais évidemment Zemmour, Le Pen, il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels on peut clairement être en fort désaccord et l'affirmer avec donc une certaine violence aussi, pourquoi pas, parce que même des gens comme Zemmour, après tout... Excusez-moi, les Français qui ont les pieds qui puent, c'est quand même de la francophobie pure et dure. C'est la deuxième partie de ma réponse. La première, donc, c'est sur le fond. Sur le fond, tout me semble permis parce qu'effectivement, le combat d'idées, c'est violent et les candidats, beaucoup de candidats, dont ceux qu'on a cités notamment, sont parfois très violents dans leurs arguments. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, c'est vrai que moi, j'ai souvent été choqué, pas uniquement dans cette élection présidentielle-là, mais dans d'autres avant, par effectivement des partis de gauche, de droite, ça varie, qui pratiquent le racisme social, donc le mépris de classe.
racisme social. C'est une expression forte, mais elle existe, parce que consistant effectivement un peu à globaliser des gens qui, sous prétexte qu'ils voteraient, alors souvent c'est l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est effectivement souvent des partis plutôt extrémistes, plutôt aux marges en effet, mais ils ont peut-être aussi leurs raisons. Et puis après tout, je veux dire, l'expression démocratique, c'est aussi de permettre cela, qu'on trouve ça bien ou pas, et donc effectivement d'attaquer ces points-là pour des motifs qui seraient sociologiques ou des réflexions et des critiques ad hominem. Considérer qu'effectivement le fait d'être en marge politiquement à l'extrême gauche et à l'extrême droite par exemple signifierait nécessairement qu'on est en gros un abruti, qu'on est un cas social, qu'on est un tocard, qu'on est un sous-doué, etc. Et ça c'est invraisemblable. Effectivement, je trouve que c'est une attaque qui est totalement inacceptable. Il n'y a pas du tout que Apathy qui fait ça, ceci dit, c'est pratiqué même par beaucoup de candidats, mais c'est effectivement quelque chose qui s'impose parfois dans le débat. Je trouve ça effectivement très choquant et c'est sans doute très inefficace parce qu'en fait ça braque les gens. Les gens sont pas cons au point de pas comprendre la façon dont on leur parle. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Sinclair ? Écoutez, la violence sur le fond, pour revenir au début du propos, je ne comprends pas bien ce que ça signifie, cette violence sur le fond. Moi, je passe mes journées à lire Aristote, Montesquieu, Machiavel et Carl Schmitt. Il n'y a pas de violence sur le fond. Ils ne sont pas présentés aux élections présidentielles. C'était des théoriciens. La violence, elle est toujours dans la forme. Le concept, il est formulé. Et d'ailleurs, c'est peut-être la principale critique que je devrais adresser aujourd'hui à l'ensemble des candidats qui bataillent sur des sujets qui n'en valent la plupart du temps pas la peine et qui ne développent pas finalement le socle intellectuel qui leur permettrait de montrer pourquoi, indépendamment des autres, leur programme est supérieur et est susceptible d'attirer une majorité de Français. On est, et on le voit très bien entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, dans la querelle qui s'abaisse, qui s'affaisse de semaine en semaine. On a entendu les nazis et compagnie sortir de la bouche de Marine Le Pen dernièrement. Éric Zemmour n'a pas été en reste. Je ne parle pas de Valérie Pécresse qui passe son temps à tracer des lignes rouges morales absolument partout sans jamais expliquer pourquoi Éric Zemmour serait un pétainiste vichiste. Qui chaque fois consiste à trahir la pensée et les mots des autres candidats pour essayer de les critiquer, alors qu'en réalité, quelque chose d'intelligent consisterait à faire une analyse vraiment serrée des propos des uns et des autres pour essayer de montrer en quoi ils sont fautifs dans tel ou tel cas. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on souffre d'une crise de l'intelligence. Je m'explique en 2 mots, cher Philippe. J'ai l'impression qu'on a dans la population... Attention de ne pas nous faire du Apathy quand même. Non mais écoutez bien, j'ai l'impression qu'on souffre d'une crise d'intelligence, c'est-à-dire que la population, la société civile fait preuve de plus d'intelligence. J'entends parfois même dans certains intervenants à la radio beaucoup plus de respect et de raisonnement que dans les responsables politiques ou les commentateurs. Et je dis, ça nous oblige. Ça nous oblige, on a obligation de revenir quand même à quelque chose d'un peu plus construit, d'un peu plus fondé, et de mettre de côté cette violence et sur la forme et sur le fond, même si je ne vois pas trop à quoi elle correspond. Lydia Guirous. Alors il y a 2 points. Je pense qu'il n'y a pas un manque d'intelligence, mais il y a une stratégie de communication, que ce soit des commentateurs politiques ou des hommes et femmes politiques qui sont finalement pris dans l'air du temps, avec une accélération, une immédiateté qu'il faut réussir à coller parce qu'ils cherchent ce qu'on appelle le buzz, et donc il faut forcément la formule choc qui va devenir virale, et on peut tomber dans le piège de cette immédiateté qui est entretenue par les réseaux sociaux, mais entretenue également par les chaînes d'information en continu qui doivent être nourries, et donc c'est la quête de la petite formule. Et puis il y a l'autre élément, c'est le mépris. Il y a beaucoup de mépris, je trouve, aujourd'hui, et Tom Conan l'a souligné. Il y a un mépris social qu'on peut qualifier aussi de racisme social qui est très présent et qui fait beaucoup de mal, je trouve, parce qu'il développe un dégoût de la politique, une défiance aussi de la parole journalistique ou des éditorialistes, et en fait qui génère finalement une radicalisation des positions des uns et des autres, et les gens n'ont plus envie de dialoguer, ils restent sur leur position, et je trouve que ce mépris est totalement inefficace, voire contre-productif. Jean-Michel Apathy, il veut combattre les idées d'Éric Zemmour, mais en étant méprisant, en fait, il renvoie les gens dans les bras d'Éric Zemmour. Donc c'est totalement contre-productif, et il faut, à mon sens, arrêter avec ce mépris que beaucoup développent et qui a aussi nourri d'une certaine manière le mouvement des Gilets jaunes. Frédéric Sinclair, c'est contre-productif, comme le dit Lydia Guirous ?
Évidemment, il y a une violence qu'on voit d'ailleurs tourner assez fort sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui aujourd'hui se répercute dans l'espace médiatique plus largement. C'est-à-dire que si vous avez 5 minutes, repassez-vous les images de l'interview de Missika et Volton avec Raymond Aron dans les années 80. Donc ça s'appelle Le Spectateur engagé. Vous tapez sur Google, vous devriez probablement sur l'INA en trouver quelques extraits. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que de l'intelligence politique. Ah pardon, on est quand même en pleine déchéance. Donc aujourd'hui, je dis, plus que cette violence-là, la pauvreté conceptuelle des arguments me paraît l'élément fondamental. Quand vous avez des millions de personnes qui écoutent des responsables politiques, voire des commentateurs politiques, et qui se disent, ce raisonnement-là, j'aurais pu le tenir, voire même je pourrais tenir un raisonnement plus construit, ça pose un sérieux problème. Quand vous écoutez Raymond Aron dans cette interview, vous ne vous dites pas, ce raisonnement-là, je pourrais le tenir. Vous prenez des leçons de politique et à ce moment-là, vous rehaussez votre niveau et vous vous dites, OK, il faut que je revienne à mes fondamentaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'on a un affaissement conceptuel global qui pose problème. Et je crois que c'est ça qui justifie la dérive. C'est-à-dire que quand on n'a plus d'arguments, eh ben, on y en vient à l'insulte. Jean Dorido. Écoutez, alors moi, sur tout ça, je pense quand même qu'il faut bien distinguer quand même les deux événements. Il y a le caillassage d'un bus qui est interdit par la loi. C'est très très grave. Et là, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de traitement de faveur, si j'ose dire, parce qu'on voit bien depuis un certain temps une espèce de lame de fond. Les politiques. Ça aurait été un bus de l'AREM caillassé par des gens du RN, ça aurait fait scandale. Il y a des députés l'AREM qui ont été caillassés, qui ont reçu des œufs. On en a parlé à juste titre. On l'a condamné à juste titre. Députés. Donc ça, j'ai vraiment le sentiment que globalement, le politique en général et même l'élu de la République, finalement, cette figure-là n'est plus respectée depuis un certain temps et c'est vrai que c'est très grave et c'est interdit par la loi. Et puis, à côté de ça, il y a le commentaire de M. Jean-Michel Apathy. Et là-dessus, je n'ai pas vraiment le sentiment que la violence augmente quand on relit précisément des échanges à la Chambre des députés sous la Troisième République. Il y avait des noms d'oiseaux qui volaient. Oui. C'était d'une violence absolument inouïe. Et du coup, je me méfie, je ne cautionne pas, je n'adhère pas à cette idée comme quoi le niveau baisse. Oui, le niveau baisse chez les politiques. Maintenant, le niveau baisse partout. Il baisse au baccalauréat. Il baisse de partout. Voilà, c'est un fait. Quant au mépris, dernier point, pour le coup, voilà, j'ai une certaine ancienneté par rapport aux intervenants ce soir autour de la table et j'ai le sentiment que ce mépris, hélas, il n'est pas nouveau. On sait que la France a une espèce de surmoi de gauche comme ça depuis toujours et il y a toujours eu cette espèce de petite musique, certes insupportable, comme quoi l'intelligence, voilà, ce serait les gens éduqués seraient de gauche et puis finalement la droite c'est un petit peu des bonnets et certes ça n'est pas vrai, on le sait quand on regarde la littérature, quand on regarde les sciences, pour autant c'est quand même cette espèce de surmoi gauchisant comme ça. Mitterrand était quand même un champion du mépris, il méprisait les gens, ils en souffraient d'ailleurs, les Bérégovois et autres, et c'était quand même il y a 40 ans maintenant. Oui, très très court. Oui, en fait, non, moi ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'est pas dans le même paradigme. Le paradigme des idées, monsieur citait Raymond Aron, on peut citer qui vous voulez, on peut citer John Rawls, on peut faire Hegel, Kant, on peut faire tous les philosophes possibles, et s'y plonger dedans, être chercheur, être essayiste, etc. Mais en fait, le paradigme des politiques, au sens des politiciens, n'est pas le même. Eux, ils sont quand même dans un temps qui est très court. Je rappelle aussi que la société du spectacle, théorisée par Guy Debord, aujourd'hui, elle est vraiment complètement totale et partout et omniprésente. Et donc, il y a beaucoup de médias, beaucoup d'informations, plus les réseaux sociaux, plus le fait que maintenant les gens eux-mêmes deviennent des propres médias avec leur compte Twitter, leurs interventions, etc. Et donc effectivement les fenêtres de tir sont extrêmement courtes. Donc effectivement il y a une espèce de nécessité de simplifier, d'arriver avec des mots-clés, des formules choc et donc en effet une pauvreté, je suis d'accord, mais qui est aussi le résultat de ce contexte. Direction le 0826 300 300. Bonsoir Renaud. Bonsoir Philippe David et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Renaud. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ces violences? Est-ce que l'indignation ou les indignations sont à géométrie variable? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a effectivement de la violence un petit peu partout.
Donc je pense pas que c'était pas spécialement ciblé sur Zemmour et sur Marine Le Pen. En tout cas, bon, pour ce qui est du caillassage du bus, absolument intolérable. Mais bon, comme le disait Jean Darido, à juste titre, effectivement, c'est quelque chose qui est malheureusement de plus en plus fréquent. Oui. Voilà, tout simplement. Après, bon, c'est absolument... Mais je vais vous poser une question. Quand un éditorialiste se permet de parler de certains Français qui puent un peu des pieds, est-ce que vous pensez pas que ça pose quand même vraiment question? Parce que, désolé, mais est-ce qu'il aurait dit ça sur les électeurs de Valérie Pécresse ou d'Emmanuel Macron ou d'Anne Hidalgo? À votre avis, ça n'aurait pas créé un tollé? Peut-être, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Jean-Michel Apathy est plus un éditorialiste qu'un journaliste. Et donc, effectivement, je rappelle que dans sa jeunesse, dans les années 80, il était proche, il avait sa carte au Parti Socialiste. Donc, effectivement, comment dire... Oui, puis je veux dire qu'il n'est pas d'une grande neutralité, en clair. Oui, mais absolument. Si vous voulez, moi, je veux dire... vous voyez la différence entre Jean-Michel Apathy et quelqu'un comme Frédéric Tadei qui a œuvré sur le service public pendant des années, qui est sur Arte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai vu moi des débats tout à fait passionnants quand Frédéric Tadei faisait des émissions sur France 2 et maintenant sur Arte. Et je suis incapable de savoir pour qui je vote, en fait. Parce qu'il y a une forme de courtoisie, d'intelligence, de curiosité intellectuelle que je ne trouve pas chez Jean-Michel Apathy, qui donne des leçons de morale avec d'autres journalistes. Donc c'est ça le problème. Mais ce que je propose, moi, c'est que Jean-Michel Apathy soit candidat à la présidentielle parce qu'il a toujours raison. Et je propose qu'on fasse le hashtag Apathy 2027 parce que lui, il a les solutions. Pourquoi attendre 2027, 2022? Merci beaucoup Renaud de Seine-Saint-Denis. Très court Tom Conan, très court Jean Dorido. Et le mot de la fin à notre ami Frédéric Sinclair. Pour rebondir là-dessus, moi j'enregistrais justement juste avant une émission avec Frédéric Tadei, en effet, et donc c'est pas le même style que Apathy, en effet. Mais j'ai rien contre Apathy non plus, je veux dire, c'est des styles et c'est quand même aussi une grande tradition démocratique tout de même dans le monde qu'on connaît de pouvoir justement employer des mots, des expressions un peu fortes. À ce que je sache, c'est pas quelqu'un qui est comment dire, en charge d'un office public, donc c'est pas gênant. Et d'ailleurs, il y a un candidat à l'élection présidentielle qui a fait ça pendant des années et qui s'appelle Éric Zemmour, qui a été très violent aussi, très violent, avec des formules très dures contre les invités et contre les différents politiques. Bah, écoutez, je note que notre auditeur Renaud a beaucoup d'humour et c'est une bonne idée. Apathy 2027, je pense que c'est pas mal. Ça rime bien. Et on verra ses pieds de pied. Frédéric Sinclair 2027, c'est jouable ou pas, Frédéric Sinclair? Je sais pas, je suis pas certain qu'il fasse plus qu'Hidalgo. Pour clore rapidement sur ce sujet-là, il me semble qu'on fait un distinguo important entre j'invective l'invité qui est face à moi et à ce moment-là, effectivement, c'est un débat d'idées et de temps en temps ça dérape et ça peut même mettre de l'ambiance, et j'invective les Français, ce qui est le cas de Jean-Michel Apathy. C'est pas du tout la même chose d'insulter les Français. Dernier point, pour souligner quand même l'intervention brillante de Renaud, notre auditeur, qui, encore une fois, montre que, cette intelligence et cet humour chez les auditeurs, on la retrouve, on aimerait bien la retrouver aussi chez Jean-Michel Apathy, et deux, il souligne l'intelligence, la courtoisie de Tadei, et on est tous d'accord autour du plateau. Je pense, encore une fois, qu'on a besoin de rehausser le débat. Merci Frédéric Sinclair, consultant en stratégie et communication politique, auteur de La Refonte de la droite, publié chez Salvatore Verdict sur Twitter. Vous êtes 66,8% à dire non. Vous aimez les Pyrénées, les vraies voix? Ah oui. Et bien on va prendre la direction de Luchon tout de suite avec Philippe Rossi.